Depuis le début de cette série, nous parlons en termes généraux. Nous disons que l'activité physique est bonne pour la santé et permet de réduire l'apparition de tout un tas de maladies. Et c'est pas vrai ? Ah si, bien sûr. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé d'un point important. Ah, je sais, ce qu'il faut acheter comme type de jogging. Ah non, ça, tu peux porter ce que tu veux. Un gros baggy, un legging ou un petit short, c'est comme tu le sens. Non, ce dont on n'a pas encore parlé et qui est essentiel, c'est de la différence entre les hommes et les femmes. Ah ok, ça va être un épisode féministe ? Non, un épisode de santé publique. Sauf si tu considères qu'être féministe, c'est montrer que les femmes connaissent des problématiques de santé différentes de celles des hommes et qu'elles rencontrent des obstacles spécifiques dans l'accès à l'activité physique. Bouger, c'est bon pour la santé. Épisode 4. Bouger pour améliorer la santé des femmes. Je m'appelle Marguerite Cazeneuve, je suis directrice déléguée de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et je m'occupe de toutes les politiques relatives au système de santé et à la santé. Bonjour, je suis le professeur Claire Mounier-Veillé, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille et cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes. Comme pas mal de femmes, Marguerite Cazeneuve et Claire Mounier-Veillé n'aimaient pas beaucoup le sport quand elles étaient petites. Je n'aimais pas trop le sport, j'étais pas à l'aise avec mon corps. J'aimais bien la balle aux prisonniers à l'école. Après, j'ai jamais été une super grande sportive, mais ouais, j'ai fait un peu de hand en primaire et un peu de volley au collège-lycée. Collège-lycée, je dirais que c'était parce que les activités sportives qu'on proposait aux filles étaient très filles. C'était la gym, c'est pas trop mon truc. Mais, notamment en travaillant sur la question de la santé des femmes, elles ont aujourd'hui changé leur rapport à l'activité physique. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'activités physiques, notamment du vélo d'appartement. Je fais tout à pied. Je prends plus la voiture pour aller au travail, à l'hôpital. Donc, je bouge plus parce que je sais que c'est bon pour notre santé. Je suis pas une super grande sportive. Donc, j'aime bien marcher. Donc, j'essaie de marcher, mais bon, c'est insuffisant par rapport à toutes les recommandations dont je vais parler après. Marguerite Cazeneuve n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, la plupart des femmes ne font pas assez d'activité physique. Ainsi, presque 2/3 d'entre elles sont en dessous des niveaux d'activité physique nécessaires pour être en bonne santé, contre moins de la moitié des hommes. Seuls 59% d'entre elles atteignent les recommandations en matière d'activité physique quotidienne. Et la tendance est à la baisse, surtout chez les femmes de 40 à 54 ans et les jeunes filles. Seulement 1/3 des filles de 6 à 17 ans atteignent les recommandations d'activité physique quotidienne, contre la moitié des garçons. Et puis ensuite, quand vous regardez la composition de l'activité physique des femmes, la plupart du temps, c'est de l'activité physique qui est de faible intensité. Et chez les femmes, cette activité physique, en fait, elle est dans un cas sur 3 liée à l'activité domestique, faire le ménage, faire les courses, ce qui évidemment n'est pas le cas chez les hommes. Les femmes continuent de s'occuper plus des enfants et de prendre en charge une part plus importante de l'activité domestique. Elles doivent en même temps maintenir une vie professionnelle où elles ne sont toujours pas les égales des hommes. En conséquence, elles ont moins de temps à consacrer à leur santé et donc à l'activité physique. Pourtant, comme les hommes, les femmes bénéficient fortement de l'activité physique. Ouais, pour lutter contre la sédentarité, l'obésité, les maladies chroniques. Tout à fait. Mais oui, tu vois, j'ai écouté attentivement les autres épisodes. Allez, j'y retourne. Mais il faut y ajouter pour les femmes des questions de santé spécifiques. À tout à l'heure. La santé des femmes présente des enjeux particuliers. L'idée peut sembler aujourd'hui assez évidente, mais elle est apparue assez récemment dans la communauté scientifique. Elle se développe aux États-Unis au tournant des années 90, puis au début des années 2000 en Europe, et un peu plus tard encore en France. On voit bien qu'il y a enfin une prise de conscience collective sur la santé de la femme et sur ce que ça implique aussi pour les institutions publiques d'avoir un regard spécifique sur la santé de la femme. L'assurance maladie elle-même, elle en fait maintenant dans ses études un fil rouge systématique dans ses études, mais ça n'a que 2 ans et donc c'est aussi récent et donc pour nous c'est à la fois une priorité et en même temps on est comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est une priorité dont on peut se dire a posteriori qu'elle est un peu tardive.
En matière de santé, les femmes sont sujettes à des pathologies spécifiques, liées au fonctionnement du corps féminin, notamment au cycle reproductif. Les pathologies liées aux règles, comme l'endométriose, ou liées à la grossesse, la contraception et la ménopause, et plus généralement au fonctionnement hormonal des femmes. Il y a également des maladies qui touchent les femmes comme les hommes, mais qui se présentent différemment chez les femmes. C'est le cas de certaines pathologies cardiovasculaires, la spécialité du professeur Mounier-Veillé. Le risque cardiovasculaire est la première cause de mortalité des femmes en France. Par rapport aux hommes, on a un certain nombre de facteurs de risque liés à l'environnement identiques, mais qui sont quand même plus toxiques sur nos artères de femmes. Et puis on a des facteurs de risque émergents liés à la situation hormonale. Mais par exemple, l'endométriose est un facteur de risque reconnu aujourd'hui de maladies cardiovasculaires et métaboliques au long d'une vie d'une femme et à la ménopause. Vous allez avoir également la contraception avec des oestrogènes de synthèse, l'hypertension pendant la grossesse, le diabète pendant la grossesse. Puis il y a aussi les femmes, par exemple, qui ont eu la double peine, le cancer du sein avec une chimiothérapie, une radiothérapie. Elles sont plus à risque que celles qui n'ont pas eu ces traitements. C'est le traitement du cancer qui induit un surrisque de maladies cardiovasculaires. Comme la médecine classique enseigne les symptômes tels qu'ils apparaissent chez les hommes, les femmes courent le risque d'être sous-diagnostiquées. Par exemple, l'AVC a longtemps été considéré comme une maladie d'hommes d'âge mûr stressés au travail. Les médecins sont donc moins formés à reconnaître les symptômes de l'AVC chez la femme. Quand une femme se plaint de douleurs à la poitrine, ils lui prescriront plus souvent des anxiolytiques, là où un homme sera orienté, lui, vers un cardiologue. En conséquence, les femmes sont plus exposées aux risques liés au retard de diagnostic et de prise en charge. Mais quand une femme s'effondre dans la rue, par exemple, on va penser que c'est un malaise vagal, peut-être une crise d'hystérie, donc on ne pense pas qu'elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Un homme qui s'effondre, on va se précipiter et on va commencer à faire les gestes qui sauvent, le massage cardiaque. Et en plus, ce deuxième frein, c'est qu'une femme a des seins, et qu'on n'ose pas toucher une femme parce qu'elle a une poitrine. Alors que l'arrêt cardiaque, et même si le cœur n'est pas arrêté, mais bat, mais que la femme est effondrée, qu'on a un doute, il vaut mieux masser un cœur qui bat que ne pas masser du tout. Donc ça, c'est cette perte de chance. Puis après, quand l'arrêt cardiaque survient à domicile, et il y a plus de foyers monoparentaux ou de femmes vivant seules que d'hommes vivant seuls. C'est l'autre grand aspect de la santé des femmes. Leurs conditions de vie et de travail, qui sont parfois différentes de celles des hommes, et ont des conséquences sur leur niveau de stress et leur santé mentale. Les femmes sont particulièrement impactées dans le stress à la maison, le stress au travail, le stress aussi lié à la précarité, à l'isolement social. Et puis, malheureusement aussi, les violences sexistes et sexuelles. Et donc, on a pas mal travaillé aussi sur le sujet, puisque les violences faites aux femmes, quand vous êtes une femme victime de violences, on peut considérer que vous êtes une femme victime d'une pathologie chronique, puisque ce sont des violences renouvelées au long cours qui entraînent des effets délétères sur votre santé, sur votre vie sociale, et des conséquences et des comorbidités à moyen et long terme qui sont très fortes. Bon, mais d'accord, mais ça veut dire qu'on peut rien faire ? Parce que la société, elle va pas changer demain matin. Oui, alors c'est sûr que ça va prendre un peu de temps. Mais il y a déjà plein de leviers sur lesquels on peut agir pour la santé des femmes, et de façon très efficace. Dans 80% des cas, le risque cardiovasculaire est évitable. C'est-à-dire que dans 8 cas sur 10, on peut éviter d'entrer dans la maladie. De même, la moitié des cancers sont évitables. Il y a 5 grands facteurs de risque qui conduisent tous aux différentes pathologies, que ce soit les pathologies cardiovasculaires, les cancers, mais aussi la santé mentale. Et donc, dans les facteurs de risque, vous avez le tabac, l'alcool, l'alimentation, la sédentarité et le stress notamment. Donc ça, c'est les principaux. Et donc, c'est très important d'en avoir conscience. Et il y a un levier extrêmement bénéfique pour lutter contre l'apparition de nombreuses pathologies. Alors toi, je sens que tu vas me reparler d'activité physique. C'est le professeur Mounier-Veillé qui va le faire. Alors, l'activité physique, j'appelle ça un éco-médicament, et c'est à la portée de tous.
Il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement dans une salle de sport pour pratiquer l'activité physique au quotidien, en utilisant son quotidien. C'est bon pour le mental. Ça permet également d'améliorer le sommeil, la qualité du sommeil pour le soir. Ça limite pour les femmes à la ménopause le risque d'ostéoporose, c'est-à-dire des os qui perdent leur densité osseuse en calcium. Ça favorise également le bien-être général. Ça limite la prise de poids abdominale. C'est bon également pour le cœur parce que vous allez habituer votre cœur, comme un rodage, à consommer moins d'oxygène pour un effort donné. Mais attention, il ne faut pas non plus, si on est cardiaque, faire une activité physique intense alors qu'il fait soit très chaud, soit très froid, parce que là, le cœur va devoir travailler plus. Donc voilà, donc c'est une activité adaptée à sa condition physique. La liste des bienfaits est encore longue. L'activité physique a des vertus anti-inflammatoires et permet même de limiter les risques de cancer. Pour en tirer profit, les recommandations adressées aux femmes sont les mêmes que pour les hommes. 30 minutes d'activité physique par jour qui peuvent tout à fait s'intégrer dans le quotidien. Si on utilise son quotidien, on bouge assez. On dit bouger au moins 30 minutes par jour. Mais 30 minutes, c'est prendre les escaliers, ne plus prendre l'ascenseur. C'est essayer, si on peut, d'aller au travail avec les transports en commun, mais ne pas s'asseoir. Donc voilà, il ne faut pas restreindre l'activité physique à une activité supervisée, protocolaire. C'est vraiment utiliser son quotidien. Qu'on aime marcher en ville ou se balader en forêt, aller nager ou faire du vélo, jouer à chat avec ses enfants ou faire l'amour. Alors, l'activité sexuelle est une activité physique qui est hyper bonne pour le bien-être mental et physique parce qu'on libère des endorphines relaxantes. Et notamment chez les femmes qui ont eu un accident cardiaque, elles ont peur de nouveau avoir une activité sexuelle régulière et surtout leurs compagnons ont peur d'avoir cette relation sexuelle, de peur de provoquer un arrêt cardiaque. Et en fait, la mort subite pendant l'acte sexuel est rarissime, encore plus rare chez les femmes. Donc, avoir une activité sexuelle épanouie, c'est bon pour la santé. Toutes les activités physiques sont bonnes, tant qu'elles nous plaisent. Claire Mounier-Veillé, elle, recommande le vélo d'appartement. Par exemple, j'ai un vélo d'appartement à la maison, je vais faire mes séances de 45 minutes 3 fois par semaine. Donc, j'incite mes patientes à ressortir leur vélo, parce que beaucoup en ont finalement, mais il sert de porte-manteau. Donc, et écouter de la musique. Donc, écouter de la musique un peu rythmée. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait du bien. Ah, t'es sur un vélo aussi. C'est bon pour tout le monde, l'activité physique. T'as raison, c'est bon pour tout le monde. Pas que pour les femmes. Pouh, déjà 15 km. Mais les femmes en bénéficient plus. Quoi ? Rien, te décourage pas, continue à pédaler, champion. Ok, j'y vais. Selon une étude américaine, pour tirer le maximum de bénéfices de son activité physique, un homme devrait faire 5 heures d'activité modérée par semaine. Alors qu'une femme éprouverait les mêmes effets positifs sur sa santé avec seulement 2h30. Oh la chance. Encore une bonne raison d'encourager les femmes à faire de l'activité physique au quotidien, mais aussi de façon un peu plus intensive. Et donc évidemment, c'est bien de faire les courses, c'est bien de faire le ménage, entre guillemets, pour l'activité physique, mais ça a aussi d'autres conséquences en termes de charge mentale, de stress, de mauvais positionnement du dos, etc. Et donc, c'est bien de monter les escaliers quand on fait les courses, mais quand on zoome, on voit quand même que ça présente de fortes inégalités entre les femmes et les hommes, et donc il faudrait que les hommes montent un peu plus les courses et que les femmes fassent un peu plus d'activité physique intense avec, comme courir ou prendre un cours de sport si elles ont les moyens de le faire. Dans l'épisode 2, le professeur Martine Laville nous rappelait que la lutte contre l'obésité passe par des changements environnementaux, comme par exemple l'introduction du sport à l'école ou encore des réflexions sur l'urbanisme. C'est la même chose avec la santé des femmes. L'activité physique est un levier essentiel et accessible d'amélioration de leur santé. Mais elle ne peut pas tout régler. C'est aussi une politique publique plus large qu'il faut engager. Il faut faire attention aussi à pas uniquement responsabiliser d'une certaine manière le patient, puisque c'est vrai que quand on parle de consommation de tabac, d'alcool, d'activité physique, on peut avoir le sentiment que le patient est le seul responsable de sa santé. C'est pas tout à fait juste, puisque, comme on l'a dit précédemment, il y a des inégalités sociales de santé qui sont très fortes, ce qui veut dire qu'on est inégaux face à ces risques. Il y a plein d'autres choses qui font que, indépendamment, j'allais dire, de votre propre capacité à prendre en main votre santé,
santé, votre environnement n'est pas favorable à votre santé. Et donc, je dis ça pour dire aussi qu'il y a une responsabilité, évidemment, des politiques publiques, pas que de la politique publique de la santé, mais c'est aussi politique publique de l'alimentation, du logement, des transports. C'est une politique interministérielle que de réduire les inégalités sociales de santé, les facteurs de risque qui sont à la fois liés aux habitudes de la personne, et donc au fait qu'on arrive à les sensibiliser, mais aussi à leur environnement qui doit être modifié. Donc ça, pour lutter, l'assurance maladie, elle ne peut pas le faire seule. Donc elle a évidemment des grands messages à faire passer, mais elle a besoin aussi des acteurs de terrain, des médiateurs en santé, des gens qui sont sur place auprès des populations pour relayer ces messages, les adapter. Donc c'est un mouvement collectif, sociétal, qu'il faut engager. À suivre.